chers amis, merci d'être venus nombreux un dimanche après-midi. Nous sommes très honorés, bien sûr, d'avoir Jean-Marc Sabatier qui est venu jusqu'à nous pour nous parler de toute sa connaissance. Et Dieu sait que c'est un sujet capital. Merci toujours à nos hôtes. Ça fait la 6e fois qu'on peut bénéficier de cette salle et de cette organisation matérielle. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci à mes délégués aussi. Et nous avons aussi l'honneur d'avoir aujourd'hui, et c'est exceptionnel, bien sûr, le professeur Fourtillant, qui est au dernier rang. Alors, je vous ai mis dans le mail tous les titres de Jean-Marc. Vous savez que nous avons vraiment quelqu'un d'extrêmement savant et surtout vraiment pointu sur le sujet capital des injections ARN messagers. Et ce sujet qui finalement aujourd'hui nous passionne parce que après cet épisode de Covid, et puis donc ça continue cette volonté de tyrannie mondiale, puisque ça continue avec les animaux domestiques maintenant, donc Jean-Marc va nous en parler aussi. Et donc c'est ce qui vaut aussi le label, le nouveau label de Jean-Marc, de complotiste, puisqu'en fait, c'est Conspiracy Watch, ça, qui lui a donc qui l'a labellisé au mois d'octobre 2024, donc ça fait quand même plusieurs mois, bravo. Ils ont tardé quand même. Donc, on va dire que c'est un sujet solennel et très, très, très capital, bien sûr, parce que c'est grave. Mais il y a aussi, donc, nous, dans notre combat, j'allais dire, de patriotes, dans notre combat politique, finalement, on peut voir aussi le verre à moitié plein dans cette histoire de pandémie et de vaccins ARN messagers, parce que cette persécution des personnalités comme Jean-Marc, comme le professeur Fourtillant, eh bien, a réveillé tout de même si on a l'impression toujours que ça ne va pas assez vite, mais ça a quand même réveillé un certain nombre de consciences. Et aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens cherchent par eux-mêmes la vérité et ne font évidemment plus du tout confiance à nos politiques officielles. Et du coup, voilà, ça a le mérite de réveiller quand même les consciences et de faire en sorte que les gens s'adressent en fait et surtout écoutent les bonnes personnes. Voilà. Donc ça c'est finalement le verre à moitié plein. Voilà. Et puis, moi je peux vous dire, vous voyez, je vous l'avais dit la dernière fois, je le redis pour les gens qui n'étaient pas là, tous les jours, vraiment, il y a des nouveaux adhérents patriotes. Alors, je ne prêche pas simplement pour les patriotes, là, je prêche pour le fait que les gens veulent savoir, veulent s'informer. Et c'est vrai que nous avons la chance quand même d'avoir un leader chez les patriotes, Florian, qui cherche, lui, tous les jours, quotidiennement, la vraie information et nous informe, justement, nous informe quotidiennement de ce qu'il est important de savoir. Alors, donc, du coup, je terminerai juste avant de laisser la parole. Voilà, si vous voulez, j'essaye vraiment de voir ce côté réveil, donc qui est réel, de gens qui cherchent la vérité à travers les persécutés, finalement, tels que le professeur Fourtillant ou Jean-Marc Sabatier, mais finalement se révèlent aussi, du coup, les vrais docteurs qui ne restent pas dans leur chair bien protégés, mais qui viennent jusqu'à nous et qui ont ce courage et cette audace, plutôt que de nous regarder de haut en voyant les dégâts, eh bien, viennent nous dire cette vérité. Donc, voilà, évidemment, Jean-Marc Sabatier fait partie de cela, et à ce titre, eh bien, on a une grande admiration pour Jean-Marc. Voilà, merci, et nous allons avoir une demande de questions. Merci à Valérie Lobby pour cette invitation. Merci aussi d'être là, à Fabrice aussi, voilà, donc je vais me présenter en quelques mots. Donc moi en fait je suis docteur en biologie cellulaire et en microbiologie. J'ai aussi une habilitation donc de recherche en biochimie. Et
activité comme directeur de recherche au CNRS. Alors, je crois que tu avais fait un petit plan avec les... Oui, alors je vais te le donner. Voilà. Les 10 minutes. Voilà, oui. Parce que Valérie a préparé... Je l'avais envoyé par mail. Alors, je le remets ici. Alors, tac. Voilà, donc tu vois, c'est ici. Ça commence à... 10 minutes explication du fonctionnement de l'injection de messager. Je te le marque. 10 minutes. Alors, je vais vous parler pendant 10 minutes, je vais tâcher de vous parler donc du fonctionnement d'une injection ARN messager. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs types de vaccins qui sont utilisés. Donc il y a les vaccins dits classiques et puis les nouveaux vaccins entre guillemets ARN messager. Alors les vaccins classiques, il y en a plusieurs types. Ça va être par exemple les vaccins inactivés, donc c'est basé sur des microbes inactivés, ça peut être des bactéries, ça peut être des virus, voilà. Vous avez aussi les vaccins donc atténués, donc c'est avec des microbes qui sont atténués, c'est-à-dire qui sont peu dangereux. Il y a aussi des vaccins basés sur des protéines recombinantes, où finalement on va injecter la protéine, l'antigène qui va stimuler le système immunitaire. Et puis autrement, il y a des vaccins donc, à vecteurs viraux, c'est-à-dire qu'on prend un microbe qui n'est pas dangereux, on lui insère un gène qui va coder pour l'antigène, et donc il va y avoir la production de l'antigène contre lequel le système immunitaire va se défendre. Et puis également, donc, il y a les virus, les vaccins atténués, où on utilise justement donc, une souche qui est peu virulente, en tout cas, voilà, qui peut stimuler le système immunitaire, mais qui n'est pas dangereuse. Et puis depuis 2019, on a vu apparaître donc, les vaccins ARN messagers. Donc pour savoir comment ça fonctionne, en France, principalement, les vaccins qui ont été utilisés, c'est le Comirnaty de Pfizer-BioNTech et le Spikevax de Moderna. Donc dans ces vaccins, on injecte donc l'ARN messager couplé avec des nanoparticules lipidiques. Donc ces deux vaccins, donc de Comirnaty de Pfizer-BioNTech et le Spikevax de Moderna, correspondent donc à des injections d'ARN messager qui vont coder pour une protéine spike légèrement modifiée. Et avec ces ARN messagers, on rajoute en fait des nanoparticules lipidiques. Alors ces nanoparticules lipidiques, vous avez dedans du cholestérol, vous avez des phospholipides, vous avez des lipides pégylés et vous avez des lipides de cationique, c'est-à-dire des lipides qui sont très chargés positivement, donc très basiques. Alors pourquoi on utilise des nanoparticules lipidiques? C'est qu'en fait ces ARN messagers, ce sont des polyanions, c'est-à-dire qui sont très chargés négativement, parce que ce sont des polymères de nucléotides, et chaque nucléotide contient une base, un ribose, et puis un groupement phosphate. Et le groupement phosphate apporte une charge négative, c'est pour ça qu'ils sont très acides. Et pour neutraliser donc, cette acidité, on rajoute des lipides cationiques qui vont former des ponts salins, donc avec les phosphates justement de l'ARN, et ça va permettre donc de stabiliser les ARN messagers, de les protéger contre la dégradation par des RNases qui circulent, sont des enzymes qui circulent dans le sang pour détruire justement des ARN. Et puis ça permet justement de vectoriser l'ARN messager à l'intérieur de la cellule, là où il va pouvoir être traduit par la machinerie de traduction cellulaire constituée par des ribosomes, entre autres, traduit donc en protéine spike légèrement modifiée. Alors la protéine spike a 1273 résidus acides aminés, et dedans, au niveau des protéines vaccinales, spike vaccinales, il y a deux substitutions en position 986-987. Il y a deux résidus d'acides aminés qui ont été substitués par des résidus de proline. Alors là, au niveau d'approche vaccinale, c'est très différent d'avoir une injection d'ARN messager. Pour le Spikevax de Moderna, on injecte 100 microgrammes d'ARN messager, ce qui correspond à 47 millimilliards de molécules d'ARN messager, donc c'est énorme. Pour le Comirnaty de Pfizer-BioNTech, pour la forme adulte, on injecte 30 microgrammes d'ARN messager.
Ou bien alors, si on a entre 5 et 12 ans, on va injecter 3 fois moins, c'est-à-dire 10 microgrammes, et pour 6 mois jusqu'à 5 ans révolus, ça va être le dixième de la dose, ça va être 3 microgrammes. Alors, les 30 microgrammes de la forme adulte correspondent à 14 000 milliards de molécules d'ARN. Donc, vous voyez, c'est vraiment énorme. Alors, on injecte donc ces ARN messagers qui vont être traduits donc, dans les cellules, par la machinerie cellulaire. Alors, il y a un certain nombre de problèmes. Alors, l'ARN messager, si vous voulez, il a une structure très particulière. On n'injecte pas directement l'antigène, mais on va injecter l'information génétique qui va coder pour l'antigène étant la protéine spike légèrement modifiée. Donc on injecte un ARN messager qui fait à peu près 4300 nucléotides, et l'ARN messager a une structure bien particulière. Vous avez à l'extrémité 5' une coiffe qui va être très importante, parce que si elle n'est pas là, l'ARN messager ne peut pas être traduit en protéines. Donc la nature aussi de cette coiffe va déterminer en fait la quantité de protéines qui vont être produites à partir de ces ARN messagers. Après, il y a une petite région qui s'appelle 5' UTR, qui est très importante aussi, parce qu'en fait, la composition, c'est-à-dire la séquence nucléotidique au niveau de cette région 5' UTR, va être déterminante pour la facilité translationnelle, c'est-à-dire la capacité en fait de fabriquer des protéines spike, et aussi pour la quantité de protéines spike qui seront finalement produites. Après, il y a une région qui s'appelle ORF, c'est la région qui va coder pour la protéine spike modifiée. Après, vous avez une autre région qui s'appelle 3' UTR, qui va être très importante, parce que c'est elle qui va être la cible des ARN interférents. Et les ARN interférents, il y en a deux types, il y a les micro-ARN et les SI-ARN. Et donc, les micro-ARN ont été primés, enfin, les découvreurs des micro-ARN ont été primés du prix Nobel cette année. C'est Andros et Rovkun. Et puis, vous avez les SI-ARN aussi qui reconnaissent cette région-là. Alors, cette région 3' UTR, elle est très importante parce qu'elle est la cible des ARN interférents, et les ARN interférents sont les seules molécules actuellement qui peuvent s'opposer, en fait, justement, à la traduction des ARN messagers. Et ce sont des toutes petites molécules qui font en général soit 21 nucléotides, hein, ça sera le cas des SI-ARN, ou 22 nucléotides pour les MI-ARN. Et en fait, ce sont des molécules qui reconnaissent la région 3' UTR, qui se fixent dessus. Et si l'appariement est parfait, à ce moment-là, l'ARN messager va être coupé, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir être traduit en protéine spike. Et si jamais la complémentarité n'est pas parfaite, à ce moment-là, ça va bloquer la lecture en fait, par les ribosomes de l'ARN messager sans qu'il y ait un clivage. Et puis, au bout de l'extrémité 3' de cet ARN, vous avez une région qui s'appelle 3' UTR. C'est une queue de polyadénylation, donc c'est une queue polia qui va être déterminante, qui fait en général entre 150 et 200 nucléotides. Et elle est déterminante parce que plus elle est longue, plus l'ARN messager sera stable. Donc on peut réguler en fait la stabilité de l'ARN messager en fonction de sa longueur. Donc là, dans ces plateformes vaccinales où on injecte l'ARN messager, donc c'est très problématique, parce qu'on va vous injecter une certaine quantité d'ARN messager, mais personne ne va produire la même dose d'antigène. C'est-à-dire que ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui vont produire très peu de protéines spike, donc ce sera pour les personnes les plus chanceuses. Et puis, il y en a d'autres qui vont produire énormément de protéines spike. Donc, on n'a pas une quantité fixe, en fait, de protéines spike qui vont être produites. En plus, la protéine spike, son problème, c'est qu'on ne connaît pas déjà sa biodistribution. On ne sait pas exactement où elle va. En fait, elle va partout, potentiellement, parce que sa cible, c'est un récepteur qui s'appelle ECA2, qui est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2, et ce récepteur-là se retrouve sur absolument toutes les cellules humaines. On les retrouve sur toutes les cellules nerveuses, donc neurones, astrocytes, au niveau dendrocytes, cellules microgliales. On les retrouve au niveau de toutes les cellules du système immunitaire, donc monocytes, macrophages, cellules dendritiques, tous les granulocytes, les eosinophiles, basophiles, neutrophiles, les mastocytes, les cellules NK, les lymphocytes T, aussi bien les CD4 auxiliaires que cellules cytotoxiques. On les retrouve aussi au niveau des cellules B, donc qui produisent des anticorps. On les retrouve également au niveau des histiocytes, c'est les macrophages qui sont dans les muqueuses, et au niveau des cellules de Kupffer, qui sont en fait des macrophages hépatiques, des sinusoïdes hépatiques. On le retrouve au niveau de toutes les cellules épithéliales, toutes les cellules endothéliales, donc il est vraiment présent partout dans le corps humain, ce système rénine-angiotensine auquel appartient en fait le récepteur ECA2 qui va être ciblé par la protéine spike. Donc quand la protéine spike
virale ou vaccinale se fixe sur le récepteur ESA2, ça gêne la dégradation d'une hormone qui s'appelle l'angiotensine 2, et cet excès d'angiotensine 2 va suractiver un récepteur qui est délétère, qui s'appelle ATR. On va voir, je crois, à la question suivante. Enfin, voilà. Donc vous voyez le principe, c'est que cette approche vaccinale n'est pas du tout appropriée. Pourquoi? Parce que déjà on ne maîtrise pas la quantité en fait d'antigène qui va être produite. On ne sait pas quel va être le catabolisme, c'est-à-dire la dégradation en fait de cet antigène, la protéine spike, on ne sait pas comment les dégrader. On ne sait pas, et c'est fort probable, s'il y a une rétrotranscription et une intégration dans le génome humain, ce qui est fort possible parce que les données qu'on a actuelles montrent justement qu'il y aurait une rétrotranscription, c'est-à-dire une copie de l'ARN en ADN, puis une intégration de l'ADN du caténaire en fait dans le génome humain. En plus, il y a un autre problème, c'est qu'il y a des nanoparticules lipidiques qui sont présentes, et ces nanoparticules lipidiques sont aussi toxiques. Elles sont toxiques, pourquoi? Parce que par exemple les lipides pédilés, les lipides cationiques ne sont pas des lipides classiques, et eux sont délétères. Donc on le sait, ça peut être capté par des tas d'organes, notamment c'est capté aussi par les organes reproducteurs, donc c'est très problématique, et ces substances ont une toxicité en elles-mêmes. Donc il y a une toxicité de la spike qui est induite par la présence de la protéine spike. On parle de spikeopathie, c'est-à-dire de pathologies en fait, qui sont déclenchées par la protéine spike, et aussi donc, il y a la toxicité qui est liée donc, aux nanoparticules lipidiques. Voilà. Donc je pense que ça fait des 10 minutes. Alors il y a aussi quelque chose de très important par rapport à ce vaccin, c'est que ce qui a été modifié au niveau donc, de la séquence des nucléotides, c'est il y a eu une substitution des uridines par des dérivés méthyl-1 pseudo-uridine. Vous savez que dans un ARN messager, c'est en fait comme un espèce de collier de perles avec 4 types de perles différentes. Ça va être A, U, G, C. Le G s'associe avec le C et le A avec le U. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont modifié le U en mettant une méthyl-1 pseudo-uridine. Alors cette méthyl-1 pseudo-uridine, qui a permis justement à Katalin Karikó et Drew Weissman d'avoir le prix Nobel, non pas cette année, mais l'année d'avant, justement, c'est un dérivé donc, de nucléotides qui n'est pas non naturel. En fait, il est naturel, mais il ne se retrouve que dans les ribosomes. Voilà, c'est un nucléotide qui est spécifique des ARN R qu'on retrouve dans les ribosomes, et on les retrouve aussi chez certains ARN au niveau des archées. Les archées, c'est des espèces de microbes, notamment qu'on a dans le côlon, qui sont responsables, par exemple, du côlon irritable, puisqu'ils produisent beaucoup de méthane. C'est des archées méthanogènes. Donc on les retrouve dans certains ARN de transfert des archées. Alors, ce qui est grave, c'est que, ça c'est très important à savoir, c'est que le nucléotide qui a été remplacé, donc la méthyl-1 pseudo-uridine, qui est introduite à l'intérieur donc de l'ARN messager vaccinal, entre guillemets, il est très représenté puisqu'il y a 4300 nucléotides à peu près, et que sa fréquence, c'est à peu près une apparition toutes les 4 bases. Donc on voit qu'il y a plus d'un millier en fait, de méthylane pseudo-uridine en fait, dans le vaccin, soit de Pfizer, soit de Moderna. Et c'est très problématique parce qu'il a été démontré plusieurs choses. Il a été démontré notamment le 6 décembre 2023 dans un article publié dans Nature que la présence de la méthyle-1 pseudo-uridine gênait la lecture par le ribosome. C'est-à-dire que le ribosome n'est pas capable de bien reconnaître la méthyle-1 pseudo-uridine. Et à ce moment-là, comme il ne la reconnaît pas, il saute le cadre de lecture. C'est-à-dire qu'il saute de +1. C'est-à-dire qu'il ne lit pas justement cette méthyle-1 pseudo-uridine. Et là, c'est très problématique parce qu'il décale le cadre de lecture. Et normalement, les ribosomes lisent des triplés de nucléotides. Et à chaque triplet de nucléotides correspond un acide aminé particulier, c'est-à-dire une perle du collier qui est la protéine spike en fait. Donc c'est une des 1273 perles du collier. Et donc il fait des erreurs, et c'est très grave parce que comme il saute le cadre de lecture, ça veut dire que toutes les triplés qui vont être lus ne vont pas du tout correspondre aux triplés qu'il aurait dû lire, et ça veut dire que toutes les perles qui vont être incorporées, donc en aval d'une méthylane pseudo-uridine, ne vont pas du tout correspondre à la protéine spike. Et donc on va produire une multitude
de protéines qui n'ont strictement rien à voir avec la protéine spike, mais qui vont aussi stimuler le système immunitaire. Et ça veut dire que s'il y a une immunoréactivité croisée, c'est-à-dire que le système immunitaire va se mobiliser contre ces protéines inconnues, et dans le cas où il y a par exemple la production d'un anticorps contre une de ces protéines inconnues qui est capable de reconnaître une hormone ou n'importe quelle autre protéine d'importance qui circule dans notre organisme, à ce moment-là, ça va pouvoir déclencher justement des erreurs au niveau de la signalisation cellulaire, ça va pouvoir déclencher des maladies auto-immunes ou des cancers. Donc normalement, rien que la publication le 6 décembre 2023 de cet article aurait dû tout arrêter. Et là, ça continue. C'est même utilisé, ce dérivé est encore utilisé même dans les ARN messagers auto-amplifiants, qui sont les pires. Oui. Et est-ce que ça peut expliquer la facilitation de certains anticorps pour justement faire rentrer le virus Alors ça, c'est un autre problème qui existe aussi. Excusez-moi, oui. Des questions, si ça ne vous dérange pas, on le fera tout à la fin. Là, l'exposé, il consiste à vous expliquer exactement le principe de l'ARN messager. Je pense que là, on a bien fait le tour. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va vous parler de la protéine spike qui est produite par ces ARN messagers. Quelle est la toxicité de cette protéine spike une fois qu'on a vu le fonctionnement. Donc maintenant, je pense que Jean-Marc, tu peux nous parler de la toxicité de cette protéine spike qui est produite en quantité astronomique par ces ARN messagers. Et en plus, ce que vient de dire Jean-Marc, c'est que l'ARN messager ne traduit pas forcément la protéine spike comme il devrait, mais il traduit des protéines aberrantes qui n'ont pas lieu d'exister et qui peuvent après donner lieu à des réactions auto-immunes dont il vous parlera dans un deuxième temps. Donc maintenant, je pense qu'on va parler de la toxicité de la protéine spike, si tu n'as rien à rajouter. Oui, il y a juste un point que j'aimerais rajouter, c'est qu'il a été démontré que la méthyle 1 pseudoéridine inhibe une protéine kinase R, et c'est très important parce que la protéine kinase R, c'est une molécule de défense de l'organisme. Et donc, elle inhibe cette molécule de défense. Normalement, cette protéine kinase R, elle est là pour... en fait, quand elle voit justement normalement un ARN double brin qui circule, elle sait que c'est pas naturel et elle sait que la cellule en fait est hackée par un microbe. Et à ce moment-là, elle agit sur des facteurs de transcription cellulaire et elle les bloque. C'est-à-dire qu'elle empêche la transcription de gènes pour pas qu'il y ait de production de protéines, parce qu'elle sait que les protéines qu'elle va produire, ça va être des protéines microbiennes. Et donc, elle bloque aussi les mitoses cellulaires pour éviter justement que la cellule se multiplie à un moment où elle est contaminée, où elle est hackée par un microbe. Et bien, ce système de protection, justement, est inhibé par la présence des méthylines 1 pseudoéridines. Alors, eux ont rajouté ces méthylines 1 pseudoéridines parce que normalement, ça calme l'immunité innée. Normalement, un ARN messager, c'est hyper inflammatoire. Parce qu'on a des tas de systèmes de défense, des systèmes d'alerte, justement, quand ils voient un ARN messager qui se balade comme ça, tout seul. Et donc, ces systèmes de défense, justement, sont inhibés, et par justement, donc, tous ces systèmes-là, sont des récepteurs qui s'appellent PRR, c'est des récepteurs qui reconnaissent justement des motifs de microbes, des motifs spécifiques. On a des récepteurs spécialisés. Une famille qui s'appelle Toll-like, entre autres, qui reconnaît tous ces motifs. Donc on voit que normalement, cette méthylène pseudoéridine, elle est là pour calmer le système immunitaire, justement, parce que l'immunité innée reconnaît moins bien et moins stimulée lorsqu'elle voit des méthylènes pseudoéridines par rapport à des uridines. Et donc ça permet aussi une meilleure traduction de l'ARN messager en protéine spike. C'est pour ça, initialement, en théorie, que les dérivés uridines ont été remplacés par des méthylènes pseudoéridines. Alors, pour parler maintenant des spikopathies, vous savez que la protéine spike, elle est en elle-même très délétère. La protéine spike, c'est la molécule qui va être produite à partir des ARN messagers, vaccinaux entre guillemets, soit de Pfizer, soit de Moderna. Alors, bon, comme l'a expliqué Fabrice, justement, il y a des tas d'autres protéines qui sont produites, justement, parce que la traduction n'est pas fiable, et donc il y a des tas d'autres molécules qui sont fabriquées, mais la protéine spike en elle-même est délétère. Alors pourquoi? Parce que la protéine spike, aussi bien la protéine spike du virus SARS-CoV-2, ou la protéine spike vaccinale, entre guillemets, produite par les vaccins ARN messagers, ou même les autres vaccins, en fait, elle va se fixer sur un récepteur cellulaire
qui est présent à la surface de toutes les cellules, qui s'appelle le CA2. C'est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2. Et en fait, c'est un récepteur dont la fonction n'est pas d'être reconnue par la protéine spike du virus, mais sa fonction, c'est de dégrader une hormone. Et cette hormone, c'est l'angiotensine 2. Donc normalement, le récepteur OCA2 transforme l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Elle est aussi capable de transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 1,9. Donc dans le système rénine-angiotensine, auquel appartient justement ce récepteur, il y a toute une cascade qui implique donc des hormones et des récepteurs enzymatiques, et c'est toute une cascade de réactions, de clivage d'hormones dans d'autres hormones, etc., qui sont actifs sur différents récepteurs. Donc il y a toute une famille, bon, si vous voulez, en deux mots, ça commence par l'angiotensinogène qui va être dégradé par un récepteur, enfin par une protéine enzymatique qui s'appelle la rénine. Ça va être dégradé en angiotensine 1, qui est une hormone inactive. Cette hormone inactive est dégradée à son tour par un récepteur OCA, et l'enzyme de conversion d'angiotensine 1, pour former l'angiotensine 2, qui va justement être dégradée par le récepteur OCA2 en angiotensine 1,7. Et c'est sur ce récepteur que se fixe la protéine spike. Donc la protéine spike, elle gêne la dégradation de l'angiotensine 2, ça veut dire que l'angiotensine 2 se retrouve en excès. Et quand elle est en excès, elle va suractiver son propre récepteur. Et son propre récepteur, il s'appelle AT1R. En fait, l'angiotensine 2 reconnaît deux récepteurs, AT1R et AT2R. Elle est plus affine pour AT2R, qui est un récepteur bénéfique, mais quand elle est en excès, elle est capable d'activer le récepteur AT1R qui lui est très délétère. Alors il est très délétère parce qu'il va être déjà pro-hypertenseur, c'est-à-dire qu'il provoque une constriction des vaisseaux sanguins. Après, il va être pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il va stimuler le relargage de cytokines pro-inflammatoires à partir des cellules de l'immunité. Et puis aussi, c'est un récepteur qui va être pro-oxydant, c'est-à-dire qu'il va induire un stress oxydatif parce qu'il active une enzyme qui s'appelle NADPH oxydase NOx, qui produit des particules réactives de l'oxygène, qui sont soit des radicaux libres, soit des précurseurs de radicaux libres. En tout cas, c'est très délétère pour les cellules. Après, c'est un récepteur aussi, AT1R suractivé, qui va être pro-angiogénique, c'est-à-dire il va favoriser la croissance des vaisseaux sanguins. Et donc, quand on a, ça peut être problématique quand on a une tumeur naissante, etc., parce que ça va pouvoir faire flamber des tumeurs, ça va aboutir à des turbocancers, ou ça peut en soi lancer des tumeurs. Après, c'est un récepteur qui est pro-hypoxémique quand il est suractivé. Donc AT1R suractivé provoque une désaturation du sang en dioxygène. Donc il est pro-hypoxémique. Et donc du coup il est aussi pro-hypoxique, c'est-à-dire qu'il favorise en fait justement la baisse d'alimentation en dioxygène des organes et des tissus. Donc il met les organes et les tissus en souffrance parce qu'ils vont manquer d'oxygène. Après, c'est un récepteur aussi qui va être profibrosant, donc qui va provoquer une fibrose, par exemple du cœur ou des poumons. C'est un récepteur aussi suractivé qui va être pro-hypertrophiant, c'est-à-dire qu'il va provoquer une croissance un peu anarchique des organes, donc on voit que le cœur grossit, etc. C'est parce que le système rénine-angiotensine, lui, est impliqué dans la différenciation cellulaire et la multiplication cellulaire. Et on sait par exemple que les substances anticancéreuses, qui sont des substances anti-angiogéniques, elles ne favorisent pas donc, la croissance des vaisseaux sanguins et elles arrêtent donc la multiplication anarchique des cellules. Parce que normalement, des cellules, quand elles prolifèrent, il y a une inhibition de contact. Quand elles arrivent à confluence, normalement, elles s'arrêtent de proliférer. Et là, comme il y a un dérèglement du système rénine-angiotensine, avec la suractivation du récepteur AT1R, on voit que l'organe continue à grossir. C'est-à-dire qu'il y a une prolifération cellulaire. Alors en plus de ça, le récepteur AT1R suractivé, il va provoquer donc une chute du monoxyde d'azote. Et le monoxyde d'azote, c'est une substance qui est très importante parce qu'elle est déjà vasodilatatrice, mais en plus, elle est impliquée dans tous les phénomènes basiques, cognitifs, inflammatoires donc, et immunitaires. Donc c'est une substance très importante. Alors, qu'est-ce que fait la protéine spike? Globalement, donc, elle suractive, elle se fixe sur le récepteur ECA2, et elle provoque donc une augmentation du taux de l'angiotensine 2 qui suractive son récepteur délétère. Alors ce récepteur AT1R délétère, quand il est suractivé, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque plusieurs phénomènes. Il provoque déjà un syndrome d'activation macrophagique, c'est-à-dire qu'il va s'attaquer aux cellules sanguines. Hein. Donc c'est des cellules produites par la moelle osseuse, mais également par les poumons, ce qu'on a appris plus récemment. Donc en fait, ce sont des macrophages
hyper réactifs, c'est-à-dire qu'ils se mettent un peu à déconner, ils sont trop réactifs et ils se mettent à s'attaquer aux cellules sanguines. C'est un phénomène qui s'appelle l'hémophagocytose. Et les cellules sanguines, c'est quoi? Ce sont les globules rouges, donc les hématies, ça va être les globules blancs, donc les cellules système immunitaire, et ça va être les thrombocytes, c'est-à-dire les cellules qui vont être impliquées dans la coagulation. Donc les macrophages, lors d'un syndrome d'activation macrophagique, ils vont s'attaquer à ces cellules sanguines. Donc en tuant des globules rouges, ça provoque une anémie, ça va tuer des globules blancs, ça va provoquer une lymphocytopénie, et ça va s'attaquer aux plaquettes sanguines, et ça va provoquer une thrombocytopénie, dans un phénomène qui s'appelle l'hémophagocytose. Parallèlement, ça va diminuer l'efficacité de certaines cellules de l'immunité innée, qui sont à l'interface de l'immunité innée adaptative, qui s'appellent les cellules NK, ce sont des cellules tueuses. Et ça va inhiber aussi la sécrétion d'interférons, des interférons de type 1 et 3, qui sont très importants pour les défenses de l'organisme. Donc ça met le bazar. Alors, lorsque ce récepteur ATR est suractivé, en plus du syndrome d'activation macrophagique, il provoque un syndrome d'activation mastocytaire. Les mastocytes sont des cellules de l'immunité innée qui sont impliquées dans les phénomènes allergiques. Donc, quand ces cellules, ces mastocytes sont activés, ils vont se mettre à dégranuler le contenu de leurs granules à un moment où normalement ils ne devraient pas dégranuler, c'est-à-dire qu'ils sont trop sensibles et ils dégranulent un peu n'importe quoi. Et en fait, ces granules peuvent être chargés de tas de substances, jusqu'à 200 substances qui ont été identifiées. Généralement, c'est l'histamine, mais ça peut être de l'héparine, ça peut être des prostaglandines, ça peut être des triptas, ça peut être des logotriennes, ça peut être tout un tas de choses, y compris le récepteur OCA. Donc généralement, ils dégranulent de l'histamine. Donc là, c'est très délétère parce que l'histamine, c'est une substance qui est inflammatoire, qui est vasodilatatrice, ça provoque une porosité des vaisseaux sanguins, ça provoque des activations et des inhibitions au niveau du système nerveux central, système nerveux périphérique. Ça provoque aussi des décharges gastriques, avec des relargages des cyclohydriques et du mucus au niveau de l'estomac. Et puis, ça provoque aussi une constriction des bronches qui peut entraîner des difficultés respiratoires. Donc, par exemple, ça vous relargue de l'héparine, dans certains cas. Il faut savoir que les mastocytes vont se charger en granules, mais le contenu des granules va dépendre de l'environnement du mastocyte. C'est-à-dire que les mastocytes ne vont pas se charger de la même manière, ça va dépendre de l'environnement. Donc il y en a qui vont charger en histamine, d'autres qui vont charger en prostaglandine, en leucotrienne. Voilà. Alors, quand ils vont dégranuler, par exemple, de l'héparine, ça va être grave aussi, puisque l'héparine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va activer un facteur de la coagulation qui est le facteur 12. Le facteur 12 va provoquer un relargage de bradykinin, et la bradykinin va vous provoquer un angioëdème. Donc vous voyez, ça va être dans tous les cas très délétère. Alors, généralement, on a une substance qui permet donc d'inhiber en fait la production de bradykinin, qui est un inhibiteur d'une protéine du complément qui s'appelle C1. Et donc, quand on a un angioëdème, justement, on se fait injecter du garinerte, qui est en fait justement une molécule qui est capable d'inhiber la protéine du complément C1. Alors ça, c'est pour justement donc ce SAMA. Alors le SAMA, alors le SAMA, vous voyez que c'est très grave parce que ça peut provoquer des tas de problèmes. En général, on sait qu'on a un SAMA quand on a des choses bizarres qui apparaissent au niveau de la peau, ou quand on a des bleus qui apparaissent sans coup et qui disparaissent. Ça, voilà, ça c'est quand on a un SAMA. Alors, le troisième phénomène qui peut être produit justement quand il y a eu un dérèglement du système rénine-angiotensine, qui est induit par la protéine spike, donc ce troisième phénomène, ça va s'appeler un SIBO. C'est une pullulation des bactéries du côlon dans l'intestin grêle. En fait, dans le système digestif, donc vous avez la bouche, vous avez l'œsophage, après vous avez donc vous avez la bouche, d'abord le pharynx, l'œsophage, après vous avez l'estomac, après vous avez le pylore, vous avez donc l'intestin grêle avec le duodénum, le jejunum et l'iléon, après vous avez la valvule iléocolique, et après vous avez le gros intestin avec donc le côlon, le rectum et l'anus. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des bactéries en fait, justement dans les différents endroits du tube digestif. On en a très peu au niveau de l'estomac. On a essentiellement l'Helicobacter pylori qui est responsable justement d'atteinte gastrique, de cancer gastrique, de troubles inflammatoires gastriques.
Donc Helicobacter pylori, lui, peut vivre justement dans l'estomac parce que le pH est très acide et il a une particularité, c'est qu'il a une forme hélicoïdale qui pénètre justement dans la paroi stomacale et il sécrète en fait de l'ammoniac qui le protège de l'acidité gastrique. L'acidité gastrique, c'est en pH 1 et 3 et ça monte jusqu'à 4 quand on fait un jeûne thérapeutique. Vous avez entre 10 et 1000 bactéries, en fait, CFUs, des bactéries capables de former des colonies par millilitre de liquide. Après, vous passez dans l'intestin grêle. Là, vous avez déjà plus de bactéries. Généralement, ce sont des bactéries qui sont aérobies, donc qui poussent en présence d'oxygène et qui sont gram-positives. Et ce sont des bactéries qui sont très importantes. Généralement, ce sont des entérocoques et des staphylocoques. Et ce sont des bactéries donc clés dans l'intestin grêle, parce que l'intestin grêle va être très important, parce que ces bactéries-là, ce sont des bactéries qui vont nous produire certaines vitamines. Par exemple, elles vont nous produire des vitamines B. Celles qui vont nous produire, par exemple, la vitamine B1, thiamine, B2, riboflavine, B8, ça va être la B8, c'est la biotine. La B9, acide folique, la B12, ça va être la cobalamine. Donc ça nous produit ces vitamines B, mais c'est impliqué aussi dans l'homéostasie, au magnésium, au calcium. Donc ça va être très important, ça nous produit justement des acides gras aussi à chaîne courte dont on a besoin. Donc ça fait dysfonctionner tout ce système. Donc la pullulation des bactéries du côlon dans l'intestin grêle, ce sont ces bactéries du côlon qui sont généralement anaérobies, gram-négatives, qui remontent donc la valvule iléocolique et qui sont normalement chargées de faire de la fermentation. Et elles vont se faire à faire de la fermentation dans l'intestin grêle, là où normalement il n'y a pas de fermentation, il y a juste une dégradation en fait des aliments en nutriments pour que justement ces nutriments passent de l'intestin grêle dans la circulation sanguine pour nourrir nos cellules et nos tissus. Et donc c'est un gros problème parce que ça met le bazar justement dans le corps humain. Et notamment, ce que ça fait, c'est que ça nous met en carence en vitamine B, aussi en vitamine K, dont la vitamine K2, impliquée dans l'homéostasie au calcium. Ça nous fait des tas de problèmes, puisque ça dérègle toutes les homéostasies. Donc c'est grave pour l'organisme, parce que ça nous met en tas de carence. Et en plus, ça s'accompagne d'une gastroparésie, c'est-à-dire que ça inhibe la contraction des muscles lisses qui font avancer les aliments justement dans le tube digestif. Et notamment aussi, ça fait un autre problème, c'est que ça inhibe des transporteurs d'acides aminés. Et ces transporteurs d'acides aminés vont être très importants. Par exemple, ça va inhiber le transport d'un acide aminé aromatique qui s'appelle le tryptophane. Or, le tryptophane, c'est justement le précurseur de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. C'est le précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone des cycles jour-nuit, circadiens. Et c'est le précurseur aussi du NAD, qui est le nicotinamide adénine dinucléotide, qui est une molécule très importante parce qu'elle se charge des transferts électroniques, notamment au niveau des mitochondries. Bon, ça inhibe aussi le transporteur, par exemple, de la tyrosine et de la phénylalanine, qui sont deux autres acides aminés aromatiques. Et eux sont très importants parce que ce sont les précurseurs de la dopamine, de l'adrénaline, de la noradrénaline. Et la tyrosine, en plus, c'est le précurseur des hormones thyroïdiennes. Donc trinodothyronine, thyroxine, dilodothyronine. Donc ça met vraiment le bazar dans l'organisme parce que ça inhibe en fait des transporteurs, donc le transport de transporteurs qui sont à l'origine des neurotransmetteurs et des hormones, c'est-à-dire tout ce qui fait fonctionner notre organisme. Donc vous pouvez bien comprendre le problème que ça pose. Et ça inhibe aussi le transport d'autres acides aminés, les acides aminés basiques, lysine, arginine, mais aussi des analogues de ces acides aminés comme l'ornithine et comme l'acide frulique, qui lui un acide aminé non chargé, mais qui est un analogue de l'acide aminé le plus basique, qui est l'arginine. Et en fait, ces quatre acides aminés, dont deux sont non protéinogènes, en fait, ce sont des précurseurs du monoxyde d'azote, qui est justement impliqué dans la vasodilatation, et puis aussi dans tous les phénomènes mnésiques cognitifs. C'est pour ça que quand on a justement donc un SIBO, on a des problèmes de concentration. Alors, il faut savoir que les bactéries qu'on retrouve dans le côlon, donc, comme je vous l'ai dit, c'est des bactéries essentiellement anaérobies gram-négatives. Donc, ce sont des bactéries donc, sans paroi, qui n'ont pas. En fait, dans la réalité, elles ont une petite paroi. Il y a deux membranes, il y a une couche de muréine dans le péroplasme, donc elles ont une toute petite membrane, une toute petite couche de muréine, mais on considère qu'elles n'ont pas de membrane. Et bien donc, toutes ces cellules-là
vont être microbiennes, vont être présentes dans l'intestin. Alors ce sont essentiellement des bifidobactériums, des bactéroïdes et des clostridium. Alors il faut savoir que dans tout le tractus intestinal, vous avez à peu près entre 10 puissance 12 et 10 puissance 14 justement microbes. Donc c'est énorme, hein. Ça fait généralement 10 000 à 100 000 milliards de microbes. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 3 fois plus de microbes que de cellules dans le corps humain. Et ces microbes, ça peut être des virus, des bactéries, ça peut être des archées, ça peut être des champignons, ça peut être des levures. Voilà. Et dans l'intestin grêle, donc là où il y a les bactéries commensales, vous avez à peu près entre 10 millions c'est entre 10 millions et 10 000 millions donc, de bactéries. Et dans le côlon, c'est entre 10 milliards et 10 000 milliards de bactéries. Si je peux me permettre. Oui. Est-ce que là, on est dans la partie donc. Oui, il reste juste un. Oui, mais c'était juste pour illustrer au niveau pratique. Oui. C'est-à-dire que là, tu nous donnes effectivement les effets secondaires, ce que produisent les récepteurs au niveau du corps, mais quels sont les symptômes qui sont ressentis? Par exemple, les myocardites, ça correspond à quoi dans cette oui. Tu vois, alors, illustrer avec les symptômes, parce que là, on a la alors, partie biochimie, mais c'est bien d'avoir la partie symptomatique. Oui. Alors, dans le SIBO, les deux pathologies principales, ça va être donc l'encéphalomyalgie, c'est le syndrome de fatigue chronique. Ça va être aussi l'hypotension orthostatique, donc c'est l'hypotension quand on est debout. Et puis, ça va être le POTS, c'est le syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Voilà, ce sont les principaux, mais bon, ça s'accompagne de gastroparésie, etc., donc de troubles digestifs, voilà. Mais il peut y avoir des pathologies encore plus sévères. Par exemple, la myocardite. Oui, alors la myocardite, c'est en fait, ce qui se passe, c'est que le récepteur ATR qui est suractivé, qu'on retrouve présent à la surface de toutes les cellules, y compris les cardiomyocytes, qui sont les cellules cardiaques, en fait, ce récepteur, quand il est suractivé par un excès d'angiotensine 2, il est pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il provoque une inflammation. C'est-à-dire qu'au niveau du corps, on va pouvoir avoir tout type d'inflammation. Alors, on peut avoir une myocardite, c'est une inflammation du muscle cardiaque. On peut avoir une péricardite, qui est en fait une inflammation du tissu, c'est une espèce de sac qui entoure le cœur, et dedans, il y a un lubrifiant. C'est parce que comme le cœur bat, ça évite, il y a une couche de lubrifiant justement qui évite les frottements, puisque le cœur bat un certain nombre de fois par minute, et donc c'est pour pas qu'il y ait de frottement. Et donc il peut y avoir une inflammation, donc, justement, soit du muscle cardiaque, soit du péricarde, avec la péricardite, mais il y a tous les autres organes qui peuvent être enflammés lorsqu'on a un dérèglement de l'ESRA. C'est pour ça qu'on peut avoir une encéphalite, c'est une inflammation d'encéphale. On peut avoir une vascularite, une inflammation du système circulatoire, hein, des vaisseaux sanguins, puisque l'intérieur des vaisseaux sanguins est bordé par des cellules endothéliales qui ont aussi le récepteur OCA, qui est au contact du système sanguin, hein, qui est au contact du sang. On peut avoir des kératites, on peut avoir des uvéites, on peut avoir des conjonctivites, donc l'inflammation de la cornée, des conjonctives, par exemple, les thromboses, les fameuses thromboses peuvent s'expliquer par le dérèglement du SRA. Ah oui, complètement, parce qu'il est prothrombotique. Le récepteur ATR est prothrombotique. Il provoque des thromboses. Alors, il peut provoquer les deux choses. C'est-à-dire que les thromboses, c'est une hypercoagulation. Mais ils peuvent provoquer aussi une hypocoagulation. Une coagulopathie, par exemple, les troubles menstruels, c'est justement une hypocoagulation. Il peut agir de deux manières. C'est-à-dire qu'il peut être pro-hypertenseur, il peut provoquer aussi une hypotension. Ça dépend. Par exemple, il est pro-hypertenseur parce que AT1R suractivé est pro-hypertenseur, mais par exemple, lorsque vous avez un SAMA et que vous avez vos mastocytes qui relarguent des prostaglandines, et les prostaglandines peuvent être vasodilatatrices. Par exemple, vous avez la bradykinin qui normalement est dégradée par le récepteur OCA, celui qui transforme l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et bien, la bradykinin, elle est vasodilatatrice. Elle fait partie du système kinine-calcréine, celle qui justement provoque les angiogènes. Donc on peut avoir l'un
ou l'autre, c'est-à-dire on peut vraiment avoir les deux. Et les thromboses, c'est différent. En fait, ce qui se passe, dans le détail, on a un facteur qui s'appelle le facteur de Van Willebrand. C'est une molécule mature qui fait 2050 résidus d'acide aminé. C'est un collet de perles qui fait 2050 acides aminés. Ce facteur de Van Willebrand, il est fabriqué par les cellules endothéliales, principalement, et par les thrombocytes, à 30% par les thrombocytes, à 70% par les cellules endothéliales. Et ce facteur de Van Willebrand, donc, il a plusieurs domaines. Il a un domaine qui est un domaine de fixation facteur 8, c'est un facteur de la coagulation. Il a un autre domaine qui est un site de fixation au collagène. Il a un autre domaine qui reconnaît un récepteur qui s'appelle GPRB qui se trouve sur les plaquettes sanguines. Et il a un autre site récepteur qui va reconnaître deux protéines plaquettaires qui sont associées. Il y en a une qui s'appelle GP2B et l'autre qui s'appelle GP3A. La GP2B, elle reconnaît le fibrinogène, la GP3A, elle reconnaît le facteur de Van Willebrand. Et ce qui se passe, c'est que normalement, ce facteur de Van Willebrand, il circule dans le sang pour regarder les altérations, les altérations qu'il peut y avoir au niveau justement de l'intérieur des vaisseaux sanguins. Quand il y a des coupures, etc., il est là pour faire la veille et pour reboucher les troncs. C'est-à-dire quand on a une coupure, à ce moment-là, c'est ce facteur-là qui intervient justement pour boucher le tronc. Et ce qui se passe, c'est qu'il va libérer du facteur 8. Le facteur 8, c'est le cofacteur du facteur 9. Le facteur 9 va activer le facteur 10. Le facteur 10, il transforme la prothrombine en thrombine. Et cette hormone, cette enzyme, la thrombine, elle polymérise le fibrinogène pour donner de la fibrine. La fibrine s'associe aux plaquettes sanguines pour former des caillots sanguins. Et ce qui se passe, justement, quand on a un dérèglement du SRA, ce qui est problématique, c'est qu'on a un défaut d'une enzyme qui s'appelle ADAMTS13. Et ce qui se passe, normalement, le facteur de Willebrand, il s'associe en dimère, c'est-à-dire que les extrémités terminales s'associent et les extrémités C-terminales peuvent s'associer. Donc il se forme des dimères, et après il se forme des polymères de dimères. Et normalement, on a cette fameuse enzyme ADAMTS13 qui vient couper ces polymères. Elle empêche la formation de ces polymères. Et quand on a un dérèglement du SRA, par exemple des gens qui ont des Covid et qui font des thromboses, on s'aperçoit qu'ils ont justement cette enzyme ADAMTS13 qui n'est pas fonctionnelle. Alors on ne sait pas si elle n'est pas fonctionnelle ou si son activité est inhibée ou si elle n'est pas produite. En tout cas, il n'y a pas de clivage justement de ces polymères de dimères du facteur de Van Willebrand. Et donc ça induit un purpura thrombocytopénique. C'est-à-dire qu'il va se former en fait des vaisseaux, des caillots sanguins dans tout le système circulatoire, et donc on va mourir parce qu'on va avoir nos vaisseaux sanguins qui sont bouchés. Alors juste, thrombocytopénie, c'est un peu compliqué, les thrombocytes sont les plaquettes sanguines. Oui. Les petites cellules, enfin le petit morceau de cellule anucléé qui va obturer les vaisseaux avant le facteur de coagulation. Donc, oui. En fait, initialement, ce sont des mégacaryocytes, c'est des grosses cellules qui se fragmentent et qui produisent justement des petites. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de la toxicité de la protéine spike. Alors, juste un autre truc, c'est que la protéine spike, oui, juste elle induit une hypocalémie, c'est-à-dire un déficit de potassium dans le sang. Et quand elle induit justement cette déficience en fait, de potassium dans le sang, ça s'accompagne justement d'une encéphalomyalgie aussi, comme dans le cadre du SIBO, et puis aussi ça provoque des parésies, c'est-à-dire des paralysies, plus ou moins transitoires. C'est pour ça qu'on voit les personnes, par exemple, qui ont des Covid plus ou moins sévères, qui sont en chaise roulante, hein, c'est parce que ça provoque justement des paralysies plus ou moins partielles et transitoires. Je pense qu'après cette brillante explication très complète, on peut passer maintenant au danger des prochains vaccins et au danger notamment de la consommation de viande vaccinée par les ARN messagers, notamment chez les canards. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je sais que tu as eu une réunion avec des agriculteurs, tu leur en as parlé et ça a éveillé un peu les consciences. Donc nous en médecine vétérinaire aujourd'hui, effectivement, on voit débarquer des vaccins ARN messagers, même chez les animaux de compagnie aujourd'hui, puisqu'aux États-Unis, désormais, ils commercialisent des vaccins ARN messagers pour les animaux de compagnie, le chien et le chat notamment. Oui. Donc je te laisse nous en parler. Ben, chez le chat, c'est contre la leucosphéline, hein, le FELV, le vaccin s'appelle Novivac.
Alors c'est un vaccin à particules d'ARN. Et puis l'autre, il est contre l'antigène H3, c'est pour la grippe canine. Voilà, donc ce sont deux vaccins ARN messagers auto-amplifiants qui sont produits. Ça s'appelle la particule ARN et c'est une plateforme qui est développée par Merck Animal Health qui s'appelle donc c'est Quivity. Chez les canards, et le cache. Alors chez les canards, c'est pas la même chose, c'est une autre plateforme, c'est SEVA. Donc SEVA, c'est une boîte vétérinaire française, je crois qu'elle est numéro 2 française et 5e mondiale, donc qui a développé ce vaccin à ARN messager auto-amplifiant. Alors lui, c'est différent, c'est que c'est un ARN messager auto-amplifiant qui va coder pour l'antigène H5, donc l'hémagglutinin H5, donc c'est pour les grippes aviaires. En H5, c'est les grippes aviaires, tout ce qui est humain et les autres bestiales généralement, c'est H1, H3. Et les animaux aujourd'hui, les canards sont vaccinés depuis octobre? Oui, ils sont vaccinés. Alors en fait, dans le vaccin SEVA auto-amplifiant, vous avez l'ARN messager auto-amplifiant, et puis vous avez aussi comme adjuvant, vous avez du squalène, et vous avez des nanoparticules d'oxyde de fer. Alors, le vaccin auto-amplifiant, c'est vraiment une super cochonnerie, hein, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire qu'en plus, dans l'ARN messager, on a rajouté une portion d'ARN qui est située entre la région 5' nucléaire et la région ORF, qui va coder pour l'antigène. On insère en fait un ARN, une portion d'ARN qui va coder pour 4 protéines non structurales, qui sont notées NSP1, NSP2, NSP3, NSP4. Et généralement, ces protéines non structurales, elles proviennent de 2 types de virus, soit des flavivirus, soit des alphavirus. Dans le cadre du SEVA, c'est un alphavirus. Et dans les alphavirus, vous en avez plusieurs. Vous avez le virus Similis, vous avez le virus de la forêt de Serengeti, et vous avez un autre virus qui est le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et c'est celui-là qui est utilisé actuellement dans tous les vaccins auto-amplifiants qui sont sur le marché. Enfin, il y a le Costev, anti-Covid chez l'homme, qui a été approuvé en février là, par l'EMA, hein, le système de santé européen, et qui était déjà approuvé au Japon depuis 2023. Donc celui-là, c'est le pire, hein, puisque justement, il y a ce système auto-amplifiant. Donc vous avez cette portion d'ARN qui va coder pour ces 4 protéines non structurales, NSP1, NSP4. En fait, ces 4 protéines non structurales, elles ont besoin d'être ensemble parce qu'elles agissent de concert. Il faut qu'il y ait un complexe, et c'est un complexe enzymatique qui permet une activité ARN polymérase, ARN dépendante. Ça veut dire que quand ces protéines sont formées, quand il y a la traduction justement de l'ARN messager auto-amplifiant, il va produire donc l'antigène. Là, ça va être, dans le cadre du SEVA, ça va être l'antigène H5, parce que normalement, c'est pour lutter contre la grippe aviaire du canard, c'est le H5N8. Et donc, il va produire l'antigène H5 et parallèlement, il va produire les protéines du complexe réplicase. Et ces protéines-là, donc, elles ont une activité ARN polymérase, ARN dépendante. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand elles sont produites, elles vont voir l'ARN messager et elles vont copier le brin complémentaire de cet ARN messager auto-amplifiant. Donc, elles vont former un brin qui, lui, va être de polarité négative. Ça veut dire que ça va être un brin complémentaire de l'ARN messager auto-amplifiant, mais il ne peut pas être traduit en protéines. Mais par contre, il va servir d'amorce pour que encore ces protéines du complexe réplicase fabriquent le brin complémentaire donc, de ce brin qui vient de fabriquer, et le deuxième brin complémentaire est complètement identique à l'ARN messager auto-amplifiant. Ça veut dire qu'en gros, le fait d'utiliser des vaccins ARN messagers auto-amplifiants, ça permet au système de s'entretenir, c'est-à-dire qu'on a une production permanente par l'organisme de l'antigène et du complexe réplicase. Donc on a une copie permanente, on fabrique en permanence de l'ARN messager auto-amplifiant. Donc c'est extrêmement grave, parce qu'on ne contrôle rien, on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a absolument aucun contrôle dessus, on ne sait pas quelle va être la fréquence de production justement des différentes protéines, on ne sait pas quelle va être la dégradation, le catabolisme, on ne sait pas où ça va aller, enfin on ne connaît rien du tout. Donc c'est carrément de la folie. Et le seul moyen de lutter contre ça, c'est les ARN interférents, justement, qui sont capables de neutraliser l'activité de tous les ARN. Alors ça c'est le fameux auto-amplifiant. Mais il ne développe pas que ça, il développe aussi des transamplifiants et des vaccins ARN messagers à point quantique de graphène. Alors les transamplifiants, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a aussi un complexe réplicase, mais à la place d'avoir un seul ARN qui est très gros, parce qu'un ARN messager auto-amplifiant est très gros, hein, il fait entre 3 et 5 fois un ARN messager classique.
parce qu'on rajoute justement ce domaine qui code pour le complexe répliquase. Et donc il est difficile à fabriquer, et donc il revient quelque part plus cher pour Big Pharma. Donc ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils développent aussi des transcentrifiants. En fait, ce sont deux ARN messagers, un qui va coder pour le complexe réplicase et l'autre qui va coder pour l'antigène. Donc on va produire à la fois le complexe réplicase, il va y avoir la traduction des deux ARN messagers en simultané, et on va fabriquer à la fois le complexe réplicase plus l'antigène, et donc c'est tout bénéfice en fait pour Big Pharma, parce que c'est pas cher à fabriquer, et en plus ils peuvent utiliser l'ARN messager qui va être spécifique du complexe réplicase pour tous les vaccins ARN messager, puisqu'ils n'auront qu'à changer le deuxième ARN messager, celui qui code pour l'antigène. Donc c'est problématique. Et il y a encore un troisième type de vaccin qu'ils développent, ARN messager authentifiant, c'est les vaccins ARN messagers à point quantique de graphène. Alors, en fait, on part d'une molécule d'acide citrique, donc c'est l'acide citrique, on fait une pyrolyse dessus. Et on obtient donc, après pyrolyse, un espèce de dérivé de graphène qui contient à la fois des charges positives et des charges négatives. Par-dessus, on fait une carbonisation et on obtient du graphène. Et ce graphène-là, il ne sert pas à grand-chose, sinon à être fonctionnalisé pour pouvoir piéger notamment des ARN messagers. Donc on fait agir dessus un réactif chimique qui peut être de différentes natures. Généralement, ce qu'on utilise, c'est le polyéthylamine, et donc ça va fixer plein de charges positives sur le graphène, et quand les charges positives sont sur le graphène, ben, ça va piéger donc, justement les ARN messagers qui eux sont très chargés négativement, puisqu'il y a plein de groupements phosphates, donc c'est un polyanion, et donc il va s'absorber dessus, enfin, il va y avoir des liaisons électrostatiques, et il va être piégé sur le graphène. Et donc le graphène va se substituer aux nanoparticules lipidiques parce qu'il va pouvoir y avoir une vectorisation en fait, de ces ARN messagers dans les cellules. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ARN messager seul, il ne rentre pas dans la cellule. D'abord, il va être dégradé tout de suite par les RNase, et puis en plus, spontanément, il ne va pas rentrer dans une cellule parce que à l'extérieur de la cellule, vous avez une bicouche lipidique, vous avez une membrane plasmique qui est constituée d'une bicouche lipidique avec des phospholipides, et les têtes polaires donc, de ces phospholipides, etc., va se charger négativement, et donc comme eux sont chargés négativement, ces ARN messagers ne peuvent pas franchir justement la membrane plasmique. Donc il faut les aider justement en neutralisant leur charge via justement ces nanoparticules lipidiques. Alors les points quantiques de graphène, ils sont très dangereux parce qu'ils peuvent être activés en plus à distance de plusieurs manières. Ils peuvent être activés soit par l'énergie photonique, donc par la lumière, mais ils peuvent être activés aussi par les ultrasons ou par un champ magnétique. Ça veut dire qu'à volonté, quand on peut s'arranger pour pouvoir activer un vaccin ou tout autre composé, un relargage de molécules à distance, justement avec le graphène. Alors le graphène, on en parle beaucoup, notamment l'oxyde de graphène, parce qu'il semblerait qu'il y en ait justement dans les vaccins ARN messagers que l'on utilise Skypass. On parle beaucoup d'oxyde de graphène. Ce n'est pas décrit dans la notice justement des fabricants, mais il y a pas mal de laboratoires qui ont démontré qu'il y a de l'oxyde de graphène. Alors l'oxyde de graphène, pour vous dire, le graphène, c'est du carbone pur, c'est du carbone en nid d'abeille. Et il répond à des propriétés quantiques parce qu'il y a un des électrons qui est en dehors du cycle et qui circule à la vitesse de la lumière à la surface justement de cette structure en nid d'abeille qui est 100% en carbone. Et c'est en fait, ça confère en fait des propriétés conductrices et des propriétés quantiques. Donc le graphène est très conducteur, c'est un très bon conducteur. Mais quand il est oxydé, à ce moment-là, il peut devenir isolant ou très faiblement conducteur. Ça va dépendre comment il va être oxydé. En fait, il peut recevoir plusieurs atomes d'oxygène. Il peut fixer soit des groupements carboxyles, donc COH, il peut fixer aussi des groupements époxy, donc O, hydroxyle, OH, et puis carbonyle, CO. Et donc, il peut recevoir les quatre. Et donc, suivant la façon dont il va être oxygéné, il va être plus ou moins conducteur. Et l'oxyde de graphène, c'est très dangereux parce que déjà, normalement, c'est pas biocompatible. Alors, l'oxyde de graphène est un petit peu plus, mais c'est pas biocompatible. Mais le graphène en lui-même est une substance assez extraordinaire parce que ça peut servir de biocapteur, ça peut servir au stockage d'énergie, ça peut capter des informations et les retransmettre, ça peut capter de l'énergie et les retransmettre, enfin ça a plein de propriétés extraordinaires. Mais il y a un gros danger aussi, c'est que quand on a du graphène dans un vaccin, si quelqu'un veut vous nuire, il peut facilement vous nuire. Il suffit qu'il vous expose par exemple à une fréquence comprise entre 57
GHz et 64 GHz. Et c'est une fréquence justement où le dioxygène va capter au maximum l'énergie rotationnelle. Donc il y a une transition rotationnelle du dioxygène qui fait qu'il va se précipiter sur le graphène. Et du coup, ça va nous mettre en hypoxie, hein, puisque ça va piéger l'oxygène de l'organisme. Et donc, on peut mourir potentiellement, parce qu'on ne peut plus alimenter en oxygène. Voilà, donc le graphène peut être dangereux. On parle du graphène aussi pour l'IOBNT, hein. C'est Internet des bio-nanochoses, des biofacteurs, etc. Des bioroglobes, mais ça c'est très complotiste, mais on s'aperçoit que toutes les choses très complotistes se révèlent être réelles dedans. En tout cas, je pense que ça existe. Est-ce que les vaccins ARN messagers authentifiants aujourd'hui sont utilisés dans le monde animal? Oui. Alors, donc actuellement, en vaccin auto-amplifiant, il y en a un qui est utilisé chez l'homme, hein, c'est le POSTEL. Donc, il y a 2 boîtes qui le produisent. Il y en a une qui s'appelle Arcturus Therapeutics, c'est une boîte californienne, et l'autre s'appelle CSN. Alors, c'est celui qui a été accepté au Japon et qui a été accepté mi-février en France, enfin en Europe, par l'EMA. Donc, ça, c'est problématique. Après, il y en a un autre qui existe déjà, c'est celui contre le canard. Normalement, c'est pas contre le canard, mais c'est le vaccin ARN messager pour le canard, c'est celui de SEBA. Donc, lui, c'est un auto-amplifiant avec le squamète, justement, les nanoparticules toxiques de fer. Et on sait qu'il en existe d'autres, notamment celui contre la leucosphéline et contre la grippe canine, hein, les Novivac, qui utilisent, ils ne parlent pas de vaccin ARN messager auto-amplifiant, mais en fait, c'en sont. Ils le cachent clairement, hein, parce que c'est introuvable. Il faut vraiment fouiner pour trouver, en fait, la façon dont il fonctionne. En fait, ils parlent de vaccins à particules d'ARN. Mais en fait, ce sont des auto-amplifiants. Un vaccin de la plateforme Sequility de Merck, c'est un auto-amplifiant. En fait, ce qu'ils prennent, ils partent d'un virus très atténué, du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Ils partent de plusieurs plasmides ADN qui vont coder donc, des glycoprotéines d'enveloppe du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne, qui vont coder pour l'antigène sélectionné. Par exemple, pour la grippe canine, ça va être l'antigène H3, hein, l'agglutinin H3. Donc il y a une série justement de plasmides circulaires d'ADN qui vont être soumis à une enzyme qui est une restrictase, qui va linéariser donc, ces plasmides, ils vont être assemblés à la queue leu, et donc ils vont reconstituer en fait l'ARN du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne, plus le gène d'intérêt, enfin l'ARN qui correspond au gène d'intérêt, hein, ça va être par exemple l'agglutinin H3. Et à ce moment-là, ils insèrent dans des cellules, c'est des cellules véro, hein, ils font une électroporation pour faire rentrer donc, à la fois donc, ce virus de l'encéphalite équine vénézuélienne super atténué, plus l'ARN complet qui va coller une enveloppe du virus, etc., plus le gène. Et à partir de là, ils récupèrent des particules d'ARN. Et ces particules d'ARN, normalement, elles n'ont pas besoin d'adjuvant. Pourquoi? Parce qu'il y a une membrane, c'est une membrane des cellules véro. Donc ces membranes, elles permettent des fusions, en fait, d'injecter de l'ARN en fait, dans une cellule. Et ces particules d'ARN, elles vont cibler spécifiquement des cellules dendritiques. Pourquoi? Parce que le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne, il cible les cellules dendritiques. Et les cellules dendritiques, c'est des cellules de l'immunité innée qui sont les championnes de la présentation des antigènes. Ce sont ces fameuses cellules qui vont présenter justement les antigènes aux lymphocytes B et aux lymphocytes T pour que les cellules du système immunitaire se mobilisent justement contre l'antigène. Donc eux, ils récupèrent ces espèces de particules d'ARN. Donc pour eux, c'est facile parce que ils peuvent comme ça produire beaucoup de types de vaccins, de variants en fait, hein, puisqu'ils peuvent prendre par exemple des particules d'ARN qui vont exprimer l'antigène H3, puis l'antigène H1, etc. Ils vont pouvoir combiner tout ça pour l'injecter au porc, pour l'injecter aux volailles, etc. Et on sait déjà qu'il y a des vaccins avec la plateforme Sequility qui existent pour le porc, donc les antigènes ciblés pour la grippe porcine. Les antigènes ciblés sont H1 et H3. Pour tout ce qui est grippe aviaire, pour les volailles, pour les canards, ça va être l'antigène H5. Et puis humain, nous, c'est
H1N1 et c'est H3N2. Et puis il y avait le H5N1, c'était le virus, c'est la grippe aviaire qui pouvait infecter l'homme. Mais disons que ce sont les antigènes ciblés. Et en fait, ces vaccins ARN messager authentifiant existent déjà en Amérique et ils sont utilisés. Alors, ils sont utilisés en France Ils sont utilisés, et oui, en France c'est caché, mais effectivement, ils sont utilisés et ils disent même que celui du porc est utilisé depuis 2018. Chez les canards, je crois qu'il y a une campagne de vaccination. Alors, il y a une campagne de vaccination de 62 millions de canards. Il y avait 2 vaccins. Il y avait un vaccin inactivé, il y avait le vaccin de SEDA, donc auto-amplifiant et messager. On estime qu'il y a à peu près 28 millions de canards qui ont reçu le vaccin de SEDA, donc auto-amplifiant. Le reste, c'était le vaccin virus inactivé. Et pour les poissons? Alors pour les poissons, oui aussi, il évaporise. Il évaporise aussi avec des ARN messagers aussi. Et tout, hein, même les plantes maintenant. Vous savez qu'ils arrivent ils utilisent maintenant les plantes, notamment les épinards, le riz et la laitue. Alors ils utilisent les plantes pour 2 choses. Soit ils s'en servent pour produire un vaccin, soit ils s'en servent comme plateforme vaccinale. C'est-à-dire que soit ils vont l'utiliser pour que le vaccin soit fabriqué, soit ils vont l'utiliser directement comme vaccin. C'est-à-dire qu'on mange de la laitue et on est vacciné. C'est pour ça que là, ça commence à devenir vraiment grave, parce que là, ils s'attaquent à l'alimentation, notamment les canards, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient qu'il n'y a pas de problème de toute façon avec les vaccins ARN messagers authentifiants contre les canards, parce que de toute façon, les ARN messagers sont très sensibles à la température, donc ils vont être dégradés tout de suite quand on va faire chauffer le canard. Et puis ils disent, de toute façon, en plus, ils passent dans l'estomac, pH acide, les ARN messagers vont être dégradés. En fait c'est faux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ARN messager, les ARN en général sont thermosensibles. Effectivement, ils sont dégradés par la température. Mais généralement, ils commencent à être dégradés aux alentours de 65 degrés Celsius. Mais ils peuvent être très stables. Et ça a été démontré, hein, on voit des articles scientifiques qui démontrent que les ARN messagers peuvent être thermostables, donc très stables à la température. Notamment, ils ont montré la structure d'un ARN qui pouvait être stable à 100 degrés pendant 10 minutes, un autre 65 heures à 80 degrés, donc ça va dépendre de la nature, c'est-à-dire de la structure de l'ARN messager. C'est simple, cet ARN, plus il est court et plus il est stable. Plus il est capable d'avoir des zones qui s'apparient et plus il est stable. Et en plus, ce qui se passe, c'est qu'on rajoute à ces ARN messagers, on leur rajoute des nanoparticules lipidiques, comme du squalène par exemple, ou des différents types de phospholipides. Et ça veut dire qu'on peut leur rajouter des adjuvants qui vont être thermostables et qui vont le stabiliser. Par exemple, le squalène est thermorésistant. Ça veut dire que globalement, même si l'ARN messager était sensible à la température, il y a des moyens de le stabiliser en lui mettant une gangue d'adjuvants en fait, qui le protège. Si on l'enrobe dans du squalène, d'autres molécules, il peut être très résistant du coup à la température. Et puis ce qui se passe aussi, c'est qu'il peut être résistant aussi à l'acidolyse, c'est-à-dire au milieu acide. Parce que quand on mange du matériel de canard qui est rosé, déjà il n'est pas chauffé puisqu'il est rosé, donc déjà il y a très certainement de l'ARN messager auto-amplifiant qui est encore fonctionnel qui est là. Ça veut dire que quand on le mange, qu'il est au contact des muqueuses buccales, de l'œsophage, etc., avant d'arriver dans l'estomac où il peut être détruit potentiellement par l'acidité du milieu, ça veut dire que globalement, je veux dire, on peut quand même, il peut passer à travers les muqueuses. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on va avoir un ARN messager auto-amplifiant fonctionnel et qu'on va avoir notamment un complexe réplicase fonctionnel. Et c'est grave parce que le complexe réplicase fonctionnel, il est capable de fabriquer de l'ARN à partir de l'ARN. Et évidemment, nous, on a plein d'ARN, puisqu'autrement, on ne pourrait pas vivre. Mais ça veut dire qu'on ne sait pas trop ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il ne va peut-être pas faire que justement activer l'ARN messager vaccinal. Il peut très bien produire des fragments complémentaires d'autres ARN qui n'ont rien à voir avec l'ARN messager vaccinal, entre guillemets. Donc on ne sait pas ce que ça fait, ça va être, dans tous les cas, ça peut être que mauvais, hein. Ça peut être que très dangereux. Il n'y a aucun bénéfice à avoir ça. Donc le danger quand même est bien là. C'est pour ça que je pense qu'il est temps que les gens se réveillent de manière générale, parce que là c'est grave, parce que via l'alimentation, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire que même quand on n'est pas injecté, qu'on n'a pas reçu d'injection ARN messager, on peut recevoir des ARN via l'alimentation. Je vous propose qu'on passe aux questions. Donc,
Bravo. Comment on Une soigne? question. Vous faites passer le micro ou pas besoin? Comment s'en protéger? Comment on se soigne? Comment on peut se protéger de ça? C'est pas comment on se soigne, c'est comment l'interdire. C'est tout Comment simple. on se soigne? Alors, la manière de neutraliser les ARN messagers, bon, c'est d'utiliser des ARN interférents. Alors, c'est facile à fabriquer, hein, des ARN interférents. C'est peu coûteux, mais par contre, il faut déjà connaître la région à bloquer. C'est-à-dire, il faut connaître la nature de la région 3' nucléaire de l'ARN messager à neutraliser. Si on ne la connaît pas, on ne peut pas produire un ARN messager interférent. Donc, ce sont en fait surtout les concepteurs en fait, des ARN messagers qui savent. Ils vendent le mal. Ils vendent le poison. Comme ça, ils vont vendre le produit et après, ils vendront le remède. C'est justement d'avoir un taux de vitamine D qui est très élevé, supérieur à 50 nanogrammes de calcium par ml, et puis de prendre un maximum d'antioxydants. Parce que c'est très protecteur en fait. Ça va être très protecteur contre les effets Vitamine C, des choses comme ça. Depuis le début de votre intervention, il a été beaucoup question donc, de l'ARN messager et de ses composants. Je suis peut-être resté sur une information fausse, mais il me semblait que les fabricants refusaient de communiquer, a priori, sur les composants de leurs différents vaccins. Et donc, par rapport à toutes les substances que vous avez citées, comment on peut être sûr qu'il n'y en a pas d'autres? On ne peut pas être sûr. Normalement, ça serait le boulot, le travail de l'ANSM. Ou de l'ANSM, c'est eux qui devraient contrôler justement tout ça. Hein. Et le travail n'est pas fait. Hein. Parce que normalement, quand il y a un médicament ou un vaccin qui arrive comme ça sur le marché, normalement, il doit être testé. Il doit être testé par les organismes hein, pour vérifier qu'ils sont bien conformes à ce qui est écrit sur les notices. Là, il se fie complètement en fait, aux informations qui sont produites par les fabricants eux-mêmes. Donc il n'y a pas de contrôle. Et c'est vrai que dans ces ARN messagers, ce sont des plateformes codées. En fait, ils pourraient coder n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire s'ils peuvent mettre n'importe quel enchaînement de nucléotides, il n'y a pas de vérification faite dessus. Normalement, ils devraient. Et là, la NSM, par exemple, le responsable de la NSM pourrait justement bloquer Ils n'ont rien fait jusqu'à présent, ils vont rien faire demain. l'autorisation justement d'un vaccin à messager. Ça ne change pas de. Mais le problème, c'est qu'ils ne le testent pas. Et est-ce que les fabricants font valoir des aspects juridiques pour ne pas communiquer par rapport peut-être à des propriétés intellectuelles? Est-ce qu'il y a un problème d'accès au contenu exact de ce qui est injecté? Ils marquent un petit peu ce qu'ils veulent, hein, puisque c'est pas trop testé derrière, justement. Donc, je veux dire, si effectivement il y a de l'oxyde de graphène, ce qui semble être le cas, parce qu'il y a plusieurs groupes à travers le monde qui rapportent la présence de l'oxyde de graphène. Donc, a priori, il y en aurait, c'est pas écrit dans les notices. Hein. Et d'ailleurs, il serait pas autorisé. Alors, on ne sait pas trop. Dis-moi, JFK, il ne peut pas intervenir dessus? JFK, si, il est en train, c'est lui qui pourra intervenir. D'ailleurs, je pense qu'il est effectivement. Bon, il y a des informations comme quoi il serait sur le coup pour bloquer les ARN messagers. Mais bon, c'est quand même pas très clair. C'est pas très clair parce que il y a quand même la FDA qui vient d'accepter un fast track, c'est-à-dire une analyse rapide, sur un vaccin à ARN messager auto-amplifiant, justement là, contre la grippe aviaire. Et ça, c'est pas possible. Parce que ces procédures rapides, en général, favorisent la mise sur le marché du produit. Donc c'est un mauvais signal. Ils ont l'acceptation en fast track, justement, Donc ça ne va pas dans le bon sens. Ça va plutôt dans le sens que ça va être mis sur le marché. Et là, c'est un gros problème. Là, c'est la réalité. Et puis même, on en parlait justement midi, ce qui n'est pas... il y a des choses qui ne sont pas très claires, parce que au départ, en 2014, les gains de fonction avaient été interdits par Obama. Ils ont été rétablis en décembre 2017 par Trump. Et normalement, maintenant, on sait que le SARS-CoV-2, il provient d'un programme qui s'appelle Diffuse,
qui est un programme qui a été financé justement par le NIAID, qui est une des 27 agences du NIH, donc du ministère de la Santé américain. On sait que ça a été accepté 4 mois après le rétablissement en fait, des gains de fonction par Trump. Et donc on connaît même le financement, hein, c'était 14,2 millions de dollars. Et il y a eu un document qui a été soumis par Dr Daszak, qui était le directeur de EcoHealth Alliance, et notamment qui a impliqué 2 chercheurs, un chercheur qui s'appelle Ralph Baric, qui est un professeur de virologie de l'Université de Caroline du Nord, et un deuxième chercheur qui s'appelle Shizeng Li, qui est la sous-directrice du laboratoire P4 de l'Institut de virologie de Wuhan. Et dans ce document, moi j'ai lu la couverture, je ne sais pas si vous avez lu la couverture, mais on voit des hommes en armes avec des chauves-souris, donc c'est déjà pas possible. C'est un document qui avait été soumis au financement à la DARPA, qui avait refusé parce qu'elle gère en fait tout ce qui est militaire, mais ça a été accepté par le NIH, qui était le seul à pouvoir justement accepter le financement d'une telle étude, et dedans il décrivait l'insertion dans la protéine spike d'un coronavirus de chauve-souris, l'insertion d'un site furine. Et le site furine, c'est un site très particulier. C'est un site où il y a 4 perles, et c'est un motif consensus à 4 perles dans un collier de perles. Et il y a une enzyme qui s'appelle la furine qui reconnaît un motif de 4 perles particulières dans la structure d'un collier de perles. Et ce site furine, il a un gros intérêt quand on l'introduit dans un microbe, c'est qu'il donne la capacité à ce microbe d'infecter facilement des cellules humaines. C'est pour ça que tout le monde parle de site furine, parce que ça va l'aider à infecter les cellules humaines. Et les sites furines classiques, ils répondent à une séquence consensus particulière. C'est R, donc c'est une arginine, après c'est X, un acide aminé quelconque, après c'est K ou R, c'est-à-dire une musique d'une arginine, et après c'est R. Donc en général, quand on voit ce site, quand l'enzyme la furine voit ce site, elle va couper après les 2 arginines, c'est-à-dire après les 2 R. Et ce qui se passe, c'est que dans la protéine spike du SARS-CoV-2, le site furine est tout à fait atypique. C'est une séquence qui est P, R, R, A, R. Elle est complètement atypique. Et ça, c'est pas normal. Par contre, c'est un site furine qui a été